14h02, est-ce qu'on leur donne encore quelques minutes? Tu souhaites commencer? À ton goût, Véronique, you're the boss. You're the boss. Bon, ben, on peut commencer tranquillement. Donc, je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Ma vidéo est bien activée, le son, tout est beau. Alors, aujourd'hui, 18 juin, on est en compagnie d'Isabelle Bédard de CIB Développement organisationnel pour un webinaire sur les relations interpersonnelles et collaboration en contexte de pandémie. Donc, bien hâte de t'entendre à ce sujet. C'est-tu la première fois que tu donnes l'atelier, Isabelle? Ça a déjà été donné? Sais-tu que c'est un thème très populaire ces temps-ci, là? Parce que Oui. justement, dans notre contexte actuel, il y a du stress qui est généré. Et puis, les gens retournent au travail, ils sont loin des collègues. Il y a un inconfort et Ouais. il y a une préoccupation à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on peut continuer de collaborer ensemble, de bien se parler, mais en ayant cette dimension-là qui est inconfortable? C'est ça, parce que je mentionnais dans notre petite affiche publicité, parmi les bénéfices, encourager la simplicité, l'authenticité dans les relations interpersonnelles. Oui, parce que tu sais, ça ne change pas, hein? Non, Qu'on favoriser la soit, collaboration. qu'on soit à distance ou en présence des gens, lorsqu'on peut s'exprimer sans, tu sais, sans peser chacun de nos mots, lorsqu'on peut s'exprimer avec spontanéité, avec naturel, ben c'est encore ça qui fonctionne le mieux. Évidemment, ben il faut quand même prendre soin de ne pas être brusque dans nos propos, de ne pas être confrontant. Il y a une façon d'aborder des situations, surtout lorsqu'il y a des tensions qui commencent à émerger, une façon d'aborder ces situations-là sans créer justement cette confrontation-là. Donc, de créer un rapprochement. On aura l'occasion d'en parler. Alors, on y va maintenant, Véronique? Oui, bien juste avant de te céder la Oui, parole, si tu vas-y. me permets, juste mentionner aux gens que la présentation va être envoyée par courriel après la réunion. Moi, je vais faire parvenir par courriel avec un petit sondage. On aime bien connaître votre opinion suite au webinaire. Et aussi, c'est spécial pour nous, Synergie aujourd'hui, c'est notre assemblée générale annuelle, donc tout de suite après la rencontre. J'ai mis dans le clavardage le lien si vous voulez vous joindre à nous pour la rencontre, c'est tout de suite après. Donc, juste pour résumer, on a à peu près une heure et quart de webinaire. Puis, je vous mentionnerai à la fin, là, vous êtes bienvenus si vous voulez participer à notre AGA virtuel cet après-midi. Alors, bon webinaire, je vais rester en ligne, puis fermer ma vidéo pour ne pas te déranger. Merci, Véronique. Alors, commençons tout de suite avec, je vais mettre ça ici. Rappelons qu'en cette période particulièrement exigeante pour tous, l'implication active de chacun des membres dans une équipe, c'est plus déterminant que jamais pour la prospérité des organisations. Donc, il n'y a comme pas de place là, pour que ce soit que ce soit chaotique ou désorganisé. On est déjà tous déstabilisés, à essayer de retomber sur nos pieds avec le moins de dommages possible pour essayer de maintenir une cohésion dans les organisations, que ce soit au travail, dans les loisirs, que ce soit même dans le milieu familial. Donc, chacun doit s'impliquer d'une façon saine pour assurer la prospérité ou la cohésion de l'organisation. Alors, cette implication-là de chacun, par ailleurs, ça ne pourrait pas être obtenu sans une belle qualité de rapport interpersonnel et donc d'un climat de travail, d'une atmosphère stimulante pour favoriser la collaboration entre tous. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est une atmosphère intéressante ou un environnement de travail qui est sain? On remarque de façon générale que là où il fait bon être, là où il fait bon vivre, si on était un observateur extérieur et qu'on voyait les gens travailler ensemble, on décèlerait facilement qu'il y a de l'énergie et du dynamisme au travail. Contrairement à des équipes qui ne sont pas en santé et où les gens sont apathiques, les gens n'ont tout simplement pas envie d'être là, hein. Alors, ça paraît dans tout notre non-verbal et le niveau d'énergie qui est déployé est certainement pas à la hauteur de ce qu'on retrouve dans un environnement de travail qui est sain.
Les communications verbales entre les gens, on remarque qu'elles sont faciles et fluides. Donc, fluides dans le sens de spontané, les gens ne prennent pas 1000 détours pour se dire ce qu'ils ont à se dire. Et là, je parle de communication verbale, hein, et non pas par texto, mais les communications en face à face. Et ça, c'est tout aussi valable en télétravail ou par vidéoconférence, et même aussi par téléphone. Par téléphone, on peut déceler le ton de la personne. Il y a beaucoup d'indices comportementaux dans la voix au téléphone, mais par ailleurs, ce qui est par écrit, c'est pas de ça dont on parle. Alors, là où il fait bon être un environnement de travail sain, on va voir que les communications entre les gens sont faciles et fluides et que les gens se parlent respectueusement, contrairement à des environnements défaillants où là, on voit beaucoup de bitchage, hein, excusez l'expression, mais où les gens, finalement, ont la critique facile, on va dénigrer quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre, on devient un peu paresseux de l'entretien de relations agréables entre nous. Donc, là où le climat de travail est intéressant, les relations sont courtoises et respectueuses entre les gens. Et en présence de notre chef d'unité, en présence de notre gestionnaire de projet ou de toute personne qui fait figure d'autorité, ben les gens sont bien entre eux, donc ils ne perdent pas leur naturel. Ils continuent leur conversation, ils continuent de jaser entre eux. Donc, le supérieur immédiat n'est pas vu comme une menace ou n'est pas vu comme quelqu'un qui vient nous surveiller et nous empêcher d'être bien entre nous. Alors, là où les équipes fonctionnent bien, on remarque cette inclusion-là de chacun et même du supérieur immédiat. Et bien sûr, il peut y avoir des malentendus, comme n'importe où ailleurs. Par contre, on ne voit pas de grands conflits dans ces environnements de travail-là parce que justement, les gens sont capables de se parler. Alors, si à un moment donné, je sais pas, je dis, ben, voyons, il me semble que tu me parles durement ce matin, c'est pas dans ton habitude, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais adresser cette situation-là à la source. Tandis que si je ne suis pas bien avec cette personne-là, ou si on n'est pas habitué de se parler avec fluidité, si je suis dans un environnement de travail malsain, ben, la personne qui m'accueille brusquement le matin, je ne prends même pas la peine de lui dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu fait quelque chose que tu n'as pas aimé? Non, ça va être, hey, elle ne me parlera pas de même. Non, non, non. Si elle est pour me parler comme ça encore, là, ouf, attends une minute, là. Puis de toute façon, ouais, c'est vrai qu'elle est souvent bête de mettre. OK, donc ça, style, on grossit des scénarios sans jamais avoir validé si notre interprétation du départ était bonne. Alors, là où ça va bien, je vais dire à la personne, qu'est-ce qui se passe pour que tu me parles sur ce ton-là? Et dans 95% des cas, ben, ça va être anodin. La personne va dire, ah, ben non, oh, ben excuse, je devais être distraite. Ben non, tu sais bien que je t'aime. Ben non, il n'y en a pas de problème et tu fais bien de me le dire. Point. Il n'y a pas de conflit qui grossit plus que ça. Donc, il y a des conflits, mais c'est souvent mineur et c'est de courte durée. Puis ça, c'est s'il doit y en avoir. Face aux nouvelles idées et situations, hein, puis en ce moment, on en a des nouvelles situations, on remarque une plus grande ouverture d'esprit, moins de résistance au changement dans les équipes de travail qui sont saines, là où le climat de travail est bon. Tout simplement parce qu'on a naturellement un groupe de soutien. On accorde une confiance, une crédibilité à notre chef et là, il faut faire des changements, il faut réaménager les locaux, il faut changer les horaires de travail, il faut diviser les équipes. Ouf, c'est lourd et pénible pour bien des gens en ce moment, hein, d'essayer de composer avec tous ces changements-là. On est rendu comme une journée à la fois, là. Alors, le fait d'être dans un groupe quand même solidaire, cohésif, on a comme tendance à donner une chance aux coureurs, de dire, bon, ben, écoute, on va l'essayer, puis si ça marche pas, bon, ben, on ajustera. Mais... Tandis que dans les équipes qui vont pas bien, c'est, bon,
encore des changements. Hey, ça n'arrête jamais. C'est moi, je suis assez tannée, là. Et ça, cette attitude-là, ça se communique aux autres. Alors, on remarque une plus grande ouverture d'esprit face aux nouvelles idées et situations. Et dans les réunions, puis encore là, que la réunion soit à distance ou en présence, les gens ont envie de s'exprimer. Contrairement à des groupes qui vont moins bien, où on a juste hâte que la réunion se termine, puis bon, c'est encore elle qui a pris toute la place dans la réunion. Puis moi, j'avais une idée, mais de toute façon, ça ne me tente pas de la dire. Ça, c'est dans les mauvaises équipes. Dans les bonnes équipes, ben, j'ai une idée. Peut-être que tout le monde ne la trouvera pas géniale, mon idée, mais je ne me sens pas menacée de proposer quelque chose. Alors, il y a une participation active dans les réunions. Et on remarque aussi cet esprit-là de solidarité et on a même cette solidarité-là qui s'exprime envers notre chef, que ce soit un directeur, que ce soit une vice-présidente, un propriétaire d'entreprise. On a à cœur que cette personne-là travaille aussi dans de bonnes conditions et on fait partie comme équipe de ces bonnes conditions-là. Alors, humainement parlant, notre supérieur immédiat en a aussi des journées qui sont moins bonnes, hein, comme nous tous, et on est sensible à ça. Donc, dans les équipes qui vont bien, on prend soin les uns des autres, on est attentif les uns aux autres. Et si on remarque qu'une personne ou que notre chef n'est pas dans une bonne journée aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il s'est fait couper du budget ou parce qu'elle a des préoccupations ailleurs ou parce qu'elle est débordée de travail, bien, on est sensible à ça. Et ce que ça va donner, ça va être du genre, ouf, ça n'a pas l'air à filer aujourd'hui, veux-tu que je t'apporte un bon café? Ou encore, est-ce que je peux t'aider? Veux-tu que je m'occupe d'appeler telle personne? Alors, il y a cet élan-là de solidarité qui est beau à voir dans les équipes en santé. Donc, évidemment, on le voit, le climat de travail, c'est une responsabilité qui est partagée. Ça ne repose pas uniquement sur les épaules du gestionnaire. Et je pense que vous conviendrez avec moi que le climat de travail, ça a un impact direct sur notre état d'esprit. Travailler dans un environnement où il y a plein de tensions, où les gens ne sont pas bien ensemble, où les gens sont en compétition entre eux, ça gruge des énergies, ça. Tandis que si c'est un contexte plus chaleureux, où justement les gens sont sympathiques les uns envers les autres, bien ça nous génère de l'énergie positive. Et on en a bien besoin d'entretenir cette énergie-là qui est positive. Alors, le climat de travail, ça a un impact direct sur notre état d'esprit individuel. Et un bon état d'esprit, bien, ça rend plus facile tout mon travail, que ce soit dans la façon de m'organiser, dans la façon de m'investir dans mon travail. Ça touche la gestion du temps, ça touche ma façon d'interagir avec les autres, gestion du temps, du stress, des priorités. Je travaille plus légèrement ou plus allègrement, malgré la charge de travail qui peut être imposante, entre un environnement de travail conflictuel puis un environnement de travail chaleureux. Les gens qui sont débordés de travail vont tirer plus de satisfaction de leur travail dans un environnement qui est agréable, hein? Ça va de soi, là. Alors, un sain climat de travail, ça va passer par justement des marques d'attention et de reconnaissance au quotidien entre tous les individus qui composent l'équipe, incluant le patron. Il y a plusieurs années, de nombreuses années, quand ce concept-là de reconnaissance non monétaire, de reconnaissance au quotidien, quand ça a fait sa place, on disait c'est une responsabilité de gestion. Oui, c'est vrai. Sauf que le concept a évolué et maintenant on dit la reconnaissance au quotidien, c'est quoi? C'est finalement une attitude en milieu de travail où est-ce qu'on ne se brusque pas, où est-ce qu'on n'hésite pas à se féliciter, à se donner la fameuse image d'une tape dans le dos. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne me sens pas menacée par les autres. Et le fait de dire à quelqu'un, X, c'est le fun que tu sois dans notre équipe, ça, ça ne me, je ne me sens pas diminuée de valoriser quelqu'un.
OK? Alors, ce sont des marques d'attention spontanées, généreuses, mais pas calculées. C'est de la générosité pure de dire à quelqu'un et que t'es belle, t'es fine, t'es capable. Si la personne le mérite, pourquoi pas le dire? OK? Alors, le fait d'être sympathique envers nos collaborateurs, que ce soit nos collègues, nos fournisseurs, nos sous-traitants, nos clients, ben, ça contribue à un environnement de travail, un climat de travail très intéressant et ça atténue la lourdeur du quotidien et on en a bien besoin, principalement en contexte de pandémie. Si on regarde maintenant cette diapo-là, OK? Alors, de la reconnaissance à la mobilisation. J'ai parlé de la reconnaissance comme étant cette attitude-là d'être attentif les uns aux autres et de se montrer sympathique envers les gens, soutenant, encourageant. Donc, je ne travaille pas en individualiste. Je reconnais l'interdépendance qu'on a entre nous et j'en prends bien soin de cette interdépendance-là. Alors, les marques de reconnaissance au quotidien vont venir renforcer le sentiment d'appartenance des gens autour de moi. Alors, imaginez, vous, dans votre travail, que vous soyez chez Avalanche Québec ou chez Polymos ou ailleurs, bien, lorsque quelqu'un vous dit un mot gentil, hein, dans la mesure où c'est sincère, ça vous touche, ça vous fait plaisir. C'est humainement parlant, c'est bien le fun. On passe tellement d'heures au travail que ces marques d'attention-là, ça fait plaisir à recevoir, surtout dans des moments où j'en ai besoin. Parce que je suis fatiguée, parce que là, je suis tannée, parce que là, je suis inquiète, parce que là, on est en contexte de pandémie, puis j'ai de la misère à refaire mes forces dans ça. Alors, toutes ces marques d'attention-là positives, ça me donne un certain confort et ce confort-là, ben je l'attribue à mes collègues de travail, à mes patrons, aux gens qui gravitent autour de moi dans mon milieu de travail. Et ça stimule donc mon sentiment d'être de travailler d'appartenir à une organisation qui est intéressante. Alors, c'est ça le sentiment d'appartenance et je m'identifie positivement à mon environnement de travail. Contrairement à quelqu'un qui est tanné d'être là, qui a tellement hâte de trouver un autre emploi, puis en ce moment, il y en a beaucoup. Parce que les gens sont déçus justement de voir que, ah mon Dieu, on n'a plus de qualité de rapport humain entre nous, puis on a de la misère à s'expliquer, puis c'est pas le fun, puis en bout de ligne, j'aime moins mon travail. Ça, en ce moment, on est dans une période où beaucoup, beaucoup de gens remettent en question leur appartenance à un certain milieu de travail parce qu'ils n'en tirent plus le même sentiment positif, la même fierté d'appartenir à cet environnement-là. J'ai en tête une personne qui disait mon supérieur immédiat, il s'attend au même rendement qu'avant, il m'envoie plein de dossiers à traiter. Il n'a pas d'enfant, lui. Je pense qu'il n'est pas capable d'imaginer qu'est-ce que c'est travailler de chez moi à ma table de cuisine avec mon petit d'1 an qui me grimpe dans le cou, là, puis qui a faim, puis que j'ai peur qu'il tombe, et puis mon supérieur immédiat s'attend à ce que je maintienne le même rythme, que j'appelle encore des clients quand j'ai de la misère à tenir une conversation de plus de 2 minutes. Elle dit, je suis déçue de ça. Elle dit, comment ça se fait qu'il n'est pas capable d'imaginer d'autres contextes individuels que le sien? Bon, alors moi là-dessus, je lui dis, écoute, il n'y a jamais eu un contexte comme le tien, donc ça échappe peut-être à sa connaissance, à ce qu'il peut imaginer, mais toi, avant de te décourager, avant de démissionner, avant d'être trop contrarié, fais donc une démarche vers cette personne-là pour lui dire, you, tu sais, tous les dossiers, oui, j'aimerais bien les livrer, mais d'un autre côté, je veux t'expliquer un peu dans quelles conditions je fais ça, là. Et puis, quand les gens arrivent à se parler calmement, habituellement, ça aide beaucoup, beaucoup. Bon, j'ai fait une grande parenthèse, c'était juste pour parler du sentiment d'appartenance. Alors, la reconnaissance vient
soutenir ce sentiment d'appartenance-là à l'organisation. Et si je m'identifie positivement à mon organisation, ben j'ai pas mal plus envie de rentrer travailler le matin ou de m'installer à l'ordinateur que si ça ne me plaît pas, cet environnement de travail-là. Donc, il y a une question de motivation personnelle que ça vient même soutenir. Et en management, en ce moment, la motivation, on la connecte beaucoup à un individu. Alors, à une motivation individuelle, contrairement à la mobilisation vers laquelle on s'en va, qui est comme la somme des motivations individuelles. OK? Alors, la mobilisation, c'est comme la motivation collective. Mais quand on parle de motivation ici, là, dans ce schéma-là, c'est le sentiment d'appartenance que moi je ressens vient soutenir ma motivation au travail. Et la somme, si tout le monde, tous mes collègues ont cette motivation-là, wow! La table est mise pour que ce soit vraiment le fun de travailler ici, là, et que le climat de travail, on puisse l'entretenir et avoir vraiment trouvé ça très agréable de travailler ici. Alors, on peut imaginer que quand le climat de travail a cette qualité-là, c'est tellement plus facile pour les gens d'échanger entre eux des informations, d'offrir leur aide quand quelqu'un est débordé, d'avoir envie d'apprendre par « Ah, toi, tu travailles sur ce dossier-là, puis explique-moi donc comment ça marche, ça a l'air le fun. » Les gens se parlent. Alors, la collaboration est très facilitée lorsque le climat de travail est intéressant. Et quand on a ça, cette belle collaboration-là, ben wow, c'est ça, une équipe mobilisée. C'est une équipe solidaire où il y a un esprit d'équipe, où les gens travaillent bien ensemble. Donc, l'équipe, le groupe est efficace. On sent de l'engagement, l'implication individuelle et collective. Alors, tout ça, ce sont des termes interdépendants de la reconnaissance à la mobilisation. Ce qu'il faut comprendre par ailleurs, c'est que chaque individu, enfin, c'est ce qu'on observe depuis que je me promène dans les organisations, depuis que je m'intéresse, ça fait longtemps, au comportement des gens dans notre société, ben, j'observe que pour s'épanouir en milieu de travail ou en milieu de loisirs ou en milieu, peu importe, tous les milieux dans lesquels j'évolue, l'individu va prendre sa place, l'individu va être capable de donner la pleine mesure de lui-même en autant qu'il se sente utile. OK? Et en autant aussi qu'il se sente compétent et apprécié. Alors, se sentir utile, c'est quoi? C'est bon, je perds pas mon temps, j'apporte une contribution qui est valable. Alors, essayez, reportez-vous quand vous avez commencé dans votre poste actuel. On a tous une courbe d'apprentissage hein, dans les premières semaines, les premiers mois, mais les premiers temps, on se sent malhabile, on a l'impression que ben, je ne fais pas une grande différence ici, puis peut-être même que je retarde les gens par toutes les explications dont j'ai besoin. On a hâte d'arriver à une certaine maîtrise de nos responsabilités, de nos dossiers et d'apporter une pleine contribution à la production de l'équipe, au dossier, au projet. Alors, se sentir utile. Et tant que je n'ai pas ce sentiment-là d'utilité, je suis inconfortable et je cherche un peu ma place dans tout ça. Se sentir compétent, ben, c'est être capable de livrer la marchandise adéquatement. Et encore là, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu des changements de système informatique, sûrement dans votre environnement, lorsque vous avez développé des nouveaux produits, lorsque vous vous êtes retrouvé dans des situations, comme maintenant dans la pandémie, où est-ce que tout d'un coup, il faut faire les choses différemment, on se sent plus stressé, moins efficace, moins rapide et ça, c'est une source d'irritation. On n'est pas bien
une source de contrariété. Alors, en milieu de travail, c'est la même chose. La personne qui se sent malhabile, qui n'a pas toute la formation qu'il faut pour ses nouvelles responsabilités ou pour bien faire fonctionner les nouvelles machines depuis qu'on les a automatisées. Cet inconfort-là empêche la personne de donner sa pleine mesure. Alors, le gestionnaire et les collègues ont tout intérêt à être attentifs à ça et à aider la personne à retrouver le plus vite possible un sentiment de compétence. Alors, ça va se faire par des formations ou des informations additionnelles. Ça peut se faire par du jumelage, par du compagnonnage. Tous les moyens sont bons pour redonner à la personne un sentiment de compétence, d'être à la hauteur des besoins, être à la hauteur des attentes. Et à partir du moment où je peux fournir la prestation de travail complète telle qu'on a besoin que je la fasse, bien, c'est sûr, ça va venir nourrir aussi mon sentiment d'utilité. Toutefois, ça, je pourrais me sentir tout à fait utile, être totalement rassurée sur le fait que je suis utile. Je suis la seule spécialiste dans l'entreprise. Alors, ils ont nécessairement besoin de moi et j'écris dans des revues scientifiques internationales. Mon niveau de compétence, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais si je ne me sens pas appréciée dans mon milieu de travail, si les gens vont jasent entre eux et moi, je me sens exclue des conversations ou en milieu de travail, les gens vont tous dîner ensemble, personne ne m'invite à me joindre à eux. Je me sens un peu non incluse dans l'équipe. Peut-être que je le mérite, peut-être que j'ai une attitude qui fait en sorte que les gens ne sont pas bien avec moi. Mais moi, je connais très peu de gens qui aiment se faire détester. Ça existe. Il y a des gens qui se nourrissent d'énergie négative et de conflits, mais c'est quand même pas fréquent. La plupart des gens souhaitent être appréciés. La plupart des gens ne souhaitent pas qu'on ne veuille pas d'eux. La plupart des gens veulent bien faire, sauf que on peut être très maladroit dans notre façon d'interagir ou dans notre façon de revendiquer des moyens pour travailler ou quoi que ce soit. Alors, se sentir apprécié, lorsque la personne est apaisée là-dessus, qu'elle se sent la bienvenue, incluse, appréciée, reconnue, considérée et qu'en plus, elle se sent utile et compétente, wow, là, on a tout ce qu'il faut pour que la personne puisse donner sa pleine mesure dans cette contribution-là à l'environnement de travail. Et vous remarquez que là-dedans, il n'y a absolument pas question de rémunération. Okay? Ce sont des sentiments que j'ai d'être utile, compétente et appréciée. Et ça, on le remarque à n'importe quel échelon d'une entreprise, tant au niveau du propriétaire, de la propriétaire, que de la personne au poste d'entrée. Et pensons-y, quelqu'un qui est bénévole depuis 10 ans, admettons, dans des banques alimentaires, la personne ne retire pas un sou, mais oui, elle se sent utile, puis oui, elle se sent compétente et oui, elle se sent appréciée. Alors ça c'est ce que j'appelle des piliers de la valorisation et c'est ce qu'il faut entretenir entre nous dans les équipes de travail. Parce que la contribution au travail, ben rappelons-nous que c'est pas, il y a différentes formes de contribution. Chacun des membres dans une équipe peut contribuer au succès de l'équipe par le contenu, par les procédures, mais aussi par les relations, par le climat de travail et par les rapports entre les membres. Alors, au niveau du contenu, on parle beaucoup de l'expertise, des spécialistes de contenu, des gens qui maîtrisent très, très bien la nature des dossiers, des gens d'expérience ou des gens qui ont une formation tout à fait pointue par rapport à ce qu'ils ont à faire. Donc, ils contribuent au succès de l'équipe par justement leur apport au niveau du contenu, au niveau des tâches, des objectifs. Et il y a d'autres personnes, par ailleurs,
dont la contribution va peut-être être plus grande au niveau de l'organisation du travail. Entre vous puis moi, c'est précieux. Hein? Quelqu'un qui est méthodique, structuré, qui ne se cherche pas, qui sait exactement où est-ce qu'il a classé les choses, c'est souvent vers ces gens-là qu'on se tourne en disant « T'aurais-tu ça, cette information-là? Là? J'ai l'impression que tu vas pouvoir me donner ça rapidement, tandis que moi, je ne sais même pas où chercher. » Okay? Donc, c'est précieux quand on a ça dans des équipes de travail, des gens qui ont une contribution au niveau justement de l'organisation du travail, du mode de fonctionnement, de la structure. Et c'est précieux aussi quand on a des gens qui mettent de la vie dans des équipes, qui apportent des petits cœurs en chocolat à la Saint-Valentin, puis qui prennent la peine de souhaiter bonne fête aux équipiers, qui dirigent le comité social, des gens qui vont justement aller vers « Hey, t'as pas l'air affilé aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui va pas? » Hein, le genre de personnes là, qu'on imagine mettre son bras autour de nos épaules, c'est précieux aussi dans des équipes de travail. Alors, la contribution au succès de l'équipe, ça peut passer par toutes ces dimensions-là, mais il y a aussi des gens qui ont une contribution plus marquée sur un de ces éléments-là. En contexte de pandémie, comme en contexte habituel, mais là, comme je le disais, c'est plus exacerbé depuis 3 mois qu'on sait qu'on ne retrouvera pas rapidement nos repères. Alors, au début, c'était une période où on se dit, OK, c'est pour pas tellement longtemps. Donc, n'oublions pas comment on faisait les choses. Temporairement, ajustons-nous. Donc, oui, par exemple, je suis en télétravail, mon ordinateur est sur la table de cuisine, mais c'est pas pour très longtemps. Ça s'étire, ça s'étire. Hein? Oh, 2 semaines du début, mais il est rendu pas mal à 3 mois, là, et plus. Alors, là, c'est un autre état d'esprit. C'est « Oh, OK, il faut que je m'organise. » Puis dernièrement, la semaine passée, il y a quelqu'un qui me disait « Ben là, j'étais en train de tout m'organiser pour ergonomiquement, pour mieux travailler. Donc, mon ordinateur qui était dans la cuisine, je me suis fait un coin de bureau avec la porte fermée, ça va bien. Et je commence à y prendre goût de travailler en pantoufles. Mais là, oh non, mon employeur vient de me dire qu'à demi-temps, il va falloir que je retourne au bureau. Oh, ça ne me tente pas. Donc là, on tombe dans un autre état d'esprit. OK? Alors, tout ça, c'est quand même chacun, tout le monde là. Vous avez tous des préoccupations qui vous sont personnelles, des préoccupations d'intensité plus ou moins grande, qui touchent sûrement votre santé ou celle des gens que vous aimez, qui touchent vos sources de revenus, qui touchent vos vacances à venir, qui touchent votre satisfaction au travail, qui touchent votre confort à livrer la marchandise, qui touchent ben, c'est ça, qui touche votre santé, celle des gens autour. Donc, chacun a des préoccupations individuelles et beaucoup de gens ont de nombreuses préoccupations qui ne sont pas nécessairement de grande intensité, chacune des préoccupations, mais ça reste que pour la très grande majorité des gens, ça fait 3 mois qu'on transporte cette forme-là de stress qui est comme en arrière-plan parce qu'il faut quand même avancer, il faut que les choses se fassent, puis on a plein de choses à mettre en place, donc on s'occupe l'esprit, mais ça, c'est quand même une source de stress qu'on transporte avec nous. Et ben oui, on peut, à un moment donné, manquer un petit peu de souffle dans ça et que ça ait que ça rejaillisse un petit peu dans notre attitude, dans la façon dont on se comporte avec les gens dans notre famille, avec nos amis et bien sûr au travail. Alors, au travail, c'est une période justement où on est tous un peu inconfortables et si on ne fait pas attention les uns aux autres, ça devient propice à développer des conflits d'intérêts, des conflits de rôle, des conflits de personnalité aussi, parce qu'on a moins d'occasions de
de bien se connaître, parce que là, on se parle à l'écran, c'est pas pareil. Alors, il y a plein de personnes en ce moment là, qui commencent dans un emploi. Ils commencent en se faisant connaître, là, gros de même à l'écran, là. C'est pas évident. Puis, la personne n'a pas nécessairement une proximité ou une intimité avec un collègue puis avec un autre. Donc, quand elle parle à un collègue, bien, tous les autres sont là. Ça commence de façon un peu, un peu carrée. OK? Donc, tout ça mis ensemble, conflit d'intérêts, de rôle, même conflit de personnalité et malentendus aussi. Bon, les malentendus, c'est quand même la source la plus fréquente de tension en milieu de travail. Puis j'en parlais tout à l'heure. Si on ne prend pas la peine d'adresser le malentendu à la source, donc dès qu'il se produit, ben, on peut se retrouver dans des situations où la prochaine fois que je vais parler à la personne, ça va être quand? Ça va être par vidéoconférence devant tout le monde. Donc, en bout de ligne, je laisse tomber, mais, excusez l'expression, mais j'ai une crotte sur le cœur. OK? Mais quand est-ce que tu vas l'adresser, ta crotte sur le cœur? Ben, dans le fond, c'est pas grave, c'est pas grave. Hey, c'est pas grave. OK, mais tu as ça avec cette personne-là, tu en auras peut-être avec d'autres, puis à un moment donné, vous aurez une réunion, tout le monde ensemble, par Zoom, par Team, puis tu n'auras pas envie de t'exprimer. Puis c'est drôle, les autres non plus. Puis finalement, c'est comme votre climat de travail, là, il s'effrite. Hey, c'est fragile, là. C'est encore plus fragile ces temps-ci. Il faut être attentif les uns aux autres et il faut autant que possible qu'il n'y ait pas de malentendus qui grossissent parce que ça va être dur de rattraper ça. Conflit d'intérêt, c'est quoi un conflit d'intérêt? C'est deux personnes ne s'entendent pas sur la vision qu'elles ont de leur rôle. OK? Alors, moi, lorsqu'un client m'appelle, bon, ben, je prends tout mon temps. Tiens, je prends un exemple, j'invente un exemple. Je serais préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD. Alors, dans mes valeurs à moi, la personne âgée qui me demande, pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne la télévision que ma famille vient de faire brancher? Ben oui, madame, ben, vous avez la télévision. Où est-ce qu'il y a la télécommande? OK. Hey, je peux prendre 10 minutes là, pour expliquer à la dame. C'est sur ce piton-là qu'il faut peser quand vous voulez l'éteindre. Puis si vous voulez changer de poste, c'est ici. Où sont vos lunettes? C'est ici. Et il y a quelqu'un, un autre préposé aux bénéficiaires qui pourrait dire, hey, t'as pas vu tout l'ouvrage qu'on a là? Tu ne peux pas t'occuper de la télé de la dame. OK, bon. C'est triste, là. Ça ressemble quand même à ça. Alors, dans les faits, qui a tort, qui a raison? C'est des conflits d'intérêts, conflits de rôle, la façon dont j'aborde mon travail. Moi, c'est comme ça que j'en tire un contentement. Si je peux aider la personne vraiment, tandis que l'autre, c'est plus non, il faut aider le plus grand nombre. Donc, coupe dans le temps que tu donnes à chacun. Bon, j'ai pris un exemple un peu boiteux, mais en milieu de travail, c'est fréquent, ça. Et à ce moment-là, là, dans ce temps-là, c'est OK, deux collègues, mettons, de même niveau, qui n'abordent pas leur fonction de la même façon, bien, on s'attend à ce qu'il y ait un boss dans la place qui va éclaircir la situation, qui va dire, you, sur le plan organisationnel, euh, il faut effectivement desservir le plus grand nombre de clients possible. Donc, dans le centre d'appel, vous mettez fin à l'appel le plus vite possible. Ou un autre va dire, on est dans un centre d'appel et on veut que les gens disent qu'ils ont eu un excellent service. Donc, prenez tout le temps qu'il faut. Et puis, quand vous avez réglé le problème de la personne, demandez-lui si vous pouvez l'aider encore. C'est deux approches différentes. Alors, on s'attend à ce que la personne qui représente l'organisation soit capable, à un moment donné, de clarifier les rôles et responsabilités. Et donc, que ces conflits-là ne grossissent pas. Mais par ailleurs, dans tout ça, ben, hein, vous êtes probablement un petit peu familier, c'est rien de scientifique, mais il y a plein de tests qui, et ça, c'est une adaptation là, des tests. On reconnaît généralement que dans notre société, on réagit
plus selon un certain style qu'un autre style, puis ça a été grandement découpé en 4 styles, OK? Qu'on va appeler 4 couleurs de tempérament ou de personnalité. Et vous pouvez vous identifier davantage à une de ces 4 couleurs-là. Alors, et ça, c'est simplement pour nous rappeler que dans mon équipe de travail, il y a des gens qui ont une forme de réaction qui est différente de la mienne et avec laquelle je dois composer parce que cette personne-là fait partie de mon environnement de travail, elle fait partie de mon équipe, mais elle a un mode de fonctionnement suivant sa personnalité ou son tempérament qui peut venir me confronter. Et wow, si je veux entretenir de bonnes relations interpersonnelles, si je veux entretenir de bons liens de collaboration, il va falloir quelque part que je sois indulgente, compréhensive et peut-être patiente. OK? Donc, plutôt que ah, comment ça qu'elle ne comprend jamais rien? Non, 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 c'est qu'elle comprend autrement que toi, par un autre chemin que toi. On regarde ça rapidement ensemble. Alors, le bleu, pour aller rapidement, le bleu, on l'associe souvent au profil scientifique ou comptable. OK? Alors, imaginez un comptable qui veut analyser très bien les chiffres avant de se prononcer. Donc, la personne va être prudente, réfléchie, analytique, méticuleuse, elle va dans le détail et ça doit correspondre à une logique. OK? 1 plus 1, il faut que ça donne 2. Si ça ne balance pas, oups, attendez un petit peu. Alors, ça, c'est notre bleu. Parmi vous, il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Bien sûr, on peut se reconnaître dans toutes les couleurs. Moi, j'appelle ça des arcs-en-ciel. Mais habituellement, ces tests-là nous rappellent que fondamentalement, vous avez quand même une certaine tendance. OK? Fait qu'amusons-nous à voir la tendance. Le vert, je dirais que c'est la personne qu'on qualifierait de Ah, c'est une bonne maman. Pas une maman, une bonne maman. Là. Tu sais, quelqu'un là, qui, justement, qui apporte des petits cœurs en chocolat à Saint-Valentin. Là. La personne est attentionnée, coopérative, elle ne fait pas de problème. La personne est comme bien dans sa peau, calme et rassurante, elle est apaisante, modeste. C'est quelqu'un qui ne prend pas le plancher, mais ça paraît quand elle n'est pas là, par exemple. Quelqu'un qui prend soin des autres, donc qui est altruiste, qui est patiente, une personne disciplinée, qui ne fait pas de remous, mais qui est fiable. C'est-tu le fun d'avoir des gens comme ça aussi? Parmi vous, il y en a qui sont verts. Le jaune, ben ça, c'est nos clowns, c'est ceux qui prennent toute la place, ceux qui s'expriment beaucoup, ceux qui font rire les autres, ceux qui sont qui sont très à l'aise d'être sous le spot, très à l'aise d'être mis en évidence. Et lorsqu'on se retrouve, mettons, dans un 5 à 7, là, OK, ou un événement de réseautage, puis que là, tout le monde est gêné, puis que là, bon, il faudrait bien que j'aille vers la personne. Bien, ça, c'est justement la personne qui est tellement agréable d'avoir dans un groupe parce que spontanément, tout le monde se tourne vers la personne. Elle parle, puis elle fait rire les autres, puis elle a de l'entre-gens. OK? Donc, les jaunes, c'est un petit peu comme un artiste qui est à l'aise d'être sous les réflecteurs, mais par ailleurs, ce n'est pas la personne qui a la dimension analytique du bleu, OK? Ou la dimension plus altruiste du vert. Alors, le jaune, c'est quelqu'un de démonstratif, enthousiaste, imaginatif, persuasif, sociable, mais pas nécessairement méthodique et très bien organisé. Puis la personne, en tout cas, en gros, hein, c'est des généralités, là, la personne n'est pas reconnue comme menant à terme nécessairement ce qu'elle entreprend. OK? Donc, il y en a parmi vous qui sont comme ça. Et le rouge, on les associe souvent à des décideurs, donc des gens qui prennent des risques, qui sont des commandeurs dans le sens où mon idée est certainement valable, me suivent qui m'aiment, mais moi, je fonce. Alors, on peut l'associer un petit peu comme à un taureau. OK? La personne est dans l'action. Alors, on sent l'énergie, la proactivité, la rapidité, l'exigence envers soi et les autres. On sent même l'impatience là-dedans et la dimension compétitive.
OK? Alors, on peut imaginer quelqu'un qui aime le pouvoir. Alors, parmi nous, il y en a qui sont comme ça aussi. Alors, dans une équipe de travail, bien, il faut composer avec des gens qui ne sont pas nécessairement comme nous. Et il faut faire preuve d'une certaine tolérance parce que sinon, c'est facile de créer des conflits de personnalité ou encore de laisser des malentendus, d'avoir peur d'adresser des malentendus à la source. Alors, imaginons qu'il y en ait un malentendu. On peut imaginer le rouge qui est exigeant, qui est rapide, puis le vert qui est tout gentil. S'il y a des tensions entre eux, bien, c'est souhaitable qu'il y ait une démarche qui soit faite entre eux, que le rouge aille vers le vert ou que le vert aille vers le rouge, mais que les gens se parlent pour éviter justement que la situation, que le niveau de tension augmente. Alors, ce que je suggère dans toute situation où on veut clarifier les choses justement pour ne pas que ça dégénère, donc un appel à la collaboration, bien, c'est une démarche de un vers l'autre dans le calme, sans confrontation. Et ce que j'appellerais la démarche au jeu, l'intention de la personne qui initie la démarche, c'est de laisser savoir à l'autre calmement que lorsque tu fais telle chose, ça me crée un inconfort. Et je serais plus confortable si les choses se faisaient autrement. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire? Okay? Et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu en penses. Un intérêt sincère, là. OK? Fait que c'est absolument pas confrontant, c'est juste, regarde, je te parle de moi, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire? Je viens de te dire qu'il y a quelque chose que tu fais, la façon dont tu m'as abordé ce matin ou la façon dont tu m'as coupé la parole dans une réunion, puis que j'ai jamais pu terminer mon argumentaire. Ça c'est venu me chercher. J'ai eu un inconfort par rapport à ça. Puis je souhaiterais une prochaine fois que tu me laisses aller au bout de mon idée. J'ai mis du temps dans ce dossier-là, puis en bout de ligne, ben finalement, ça a comme été mis de côté. Je souhaiterais une prochaine fois que tu me laisses aller au bout de mon idée. Point 4, j'écoute ce qu'il en pense, ce qu'il a à me dire à ce sujet. Puis ça, on a de la misère à faire ça. Ça, c'est un réflexe qu'on n'a pas développé. Mais c'est ça qui va faire toute la différence. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire? Puis pas qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire? Non. Qu'est-ce que tu en penses? Sincèrement, ça m'intéresse de savoir ce que je viens de te dire. Et très souvent, ça va, c'est ça, de ces 5 minutes-là. Même pas besoin de prendre un rendez-vous, ça peut se faire sur le coin de comptoir. Ça se fait presque spontanément. You, il y a quelque chose que je veux te dire. OK? Je te parle de moi. Et sincèrement, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses, parce que l'intention derrière ça, c'est qu'on travaille mieux ensemble, qu'on cohabite mieux ensemble, qu'on soit capable de faire avancer nos projets plus allègrement une prochaine fois, puisque ça me freine. OK? Alors, je spécifie à l'autre l'événement en question, les faits. Faisons l'exercice, là, sans mettre trop de temps là-dessus. Je vous laisse 30 secondes, là, replongez-vous dans une situation, adaptez la situation à vous, là. Fait que, imaginez, là, bon, votre conjoint a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé, ou votre enfant vous a piqué une crise, puis, hey, ôte-toi, là, je suis plus capable, OK? Ou encore, votre patron tient pas compte de vos conditions difficiles à la maison, ou encore, vous avez un collègue ou un employé qui est jamais à l'heure lorsque les réunions par Zoom commencent, peu importe. Tout ce qui crée un irritant, OK, dans votre propre confort à vous. Fait que je vous laisse 30 secondes, là, fixez ça, là, établissez c'est quoi votre scénario à vous, là, puis ensuite, vous pourrez vous l'adapter au fur et à mesure alors là, je mettais 30 secondes. Bon, on va dire que le 30 secondes est fini. Alors,
Je spécifie à l'autre l'événement en question, les faits. Alors ça, c'est important pour pas qu'il y ait tout de suite un problème d'interprétation. Sachez mettre des mots sur ce qui est arrivé, sur la situation précise. Il faut être capable de, justement, en parler. Donc, mettre des mots là-dessus. Alors, je spécifie à l'autre l'événement en question, les faits. Et là, je lui mentionne l'inconfort que ça m'occasionne. Fait que c'est bien beau de dire, tu m'as coupé la parole pendant qu'on était dans la réunion. Puis, y a-t-il un problème? Oui, il y a un problème. C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est que, c'est quoi le problème? Êtes-vous juste en train de critiquer, là, ou si réellement vous avez un irritant par rapport à ça? Bon, mais vous avez un irritant, pourquoi? Ça aussi, il faut être capable de mettre des mots là-dessus. Je lui mentionne l'inconfort que ça m'occasionne. Bien, quand tu me coupes la parole comme ça, j'ai pas pu faire état de toutes les recherches que j'avais faites avant d'arriver à cette conclusion-là. Donc, j'ai l'impression de ne pas avoir pu faire valoir mon dossier. Mon inconfort, il est là. OK? C'est pas parce que je te harcèle ou que je veux te critiquer pour le plaisir. Moi, je te parle de moi, c'est la démarche au je. J'ai un inconfort. Ça m'a créé cet inconfort-là et je mets des mots là-dessus. OK, fait que, puis on fait quoi avec ça? OK, c'est quoi la suite? Bon, ben, ça, vous savez, c'est l'employé qui rentre dans le bureau de son patron, qui se met dans le cadre de porte, qui dit, bon, ben, je peux pas continuer à te fournir le rapport parce que j'ai pas les chiffres. OK, donc, tu suggères quoi? Ah, moi, je ne suis pas payé pour ça. C'est vous, boss, qui êtes payé pour ça. Dites-moi quoi faire. Ça existe encore des attitudes comme ça, mais je vais vous dire, c'est largement dépassé, là. Aujourd'hui, on s'attend de tous les employés à ce qu'ils mettent toute leur intelligence à aider le patron qui est débordé puis qui manque d'idées bien souvent. Alors, je soulève un problème, mais j'amène aussi une solution potentielle dont on pourra débattre, mais j'apporte une contribution plus grande que ma petite job que j'ai fait ça, puis whoop, tout d'un coup, il y a une défaillance, fait que je ne peux plus avancer. OK, mais qu'est-ce que tu suggères pour plus qu'il y ait de défaillance? C'est quand même toi le spécialiste de l'entrée de données ou le spécialiste de ton poste. OK? Alors, je souhaite quoi pour la suite des choses? Comme dénouement, ben, je souhaiterais que ça n'arrive plus. Je souhaiterais avoir l'occasion que tu me donnes l'occasion de présenter mon document de façon plus étoffée. Qu'est-ce que je souhaite? OK? Et après, là, j'ai parlé de moi. Bon, ben, l'autre, maintenant, qu'est-ce qu'il pense de ce que je pense? La personne va peut-être dire, ben, écoute, pour moi, c'était clair, là, que tu arrivais à ces conclusions-là, puis que tu avais travaillé fort là-dessus. Excuse-moi, mais je pense que c'était clair pour tout le monde. Bien, c'était clair pour tout le monde, mais j'avais encore quand même une demi-heure là, de chiffres à présenter. Une demi-heure, mais d'entrée de jeu, tu nous as amené à la conclusion. Moi, je pense que c'était pas nécessaire. J'apprends, là. L'autre est en train de me dire que tout ce que j'avais préparé, c'était très bien, mais que peut-être que j'ai manqué d'esprit de synthèse parce que lui, et il pense que d'autres, ont très bien compris où je m'en allais sans que j'ai besoin de les accaparer pendant une demi-heure. Je fais quoi avec ça? Je viens d'apprendre quelque chose. OK? Je peux me dire, ben là, franchement, la prochaine fois, je ne ferai plus ça. Mais si j'ai une belle ouverture d'esprit, si sincèrement ce que je veux, c'est que ça travaille bien tout le monde ensemble, ben je vais en tenir compte de son commentaire. Puis la prochaine fois, ben je vais peut-être dire, OK, écoutez, j'ai bien des données que je peux vous apporter. Elles sont disponibles, mais comme telles, en introduction, je vous dis tout de suite où est-ce que je m'en vais. J'évolue, j'apprends là-dedans, mais en autant que je vais bien accueillir ce que l'autre pense de ce que je pense. OK? Et comme c'est moi qui ai initié la démarche, ben c'est moi qui ai la responsabilité de l'affirmer. Alors, je conclus avec les points sur lesquels on est d'accord. Alors, on ne met pas l'accent sur nos points de désaccord, on met l'accent sur les points où nous sommes d'accord, parce que c'est là-dessus qu'on va bâtir. Alors, on est d'accord sur le fait que ces chiffres-là étaient importants et qu'ils doivent être disponibles, mais qu'une prochaine fois, ben, ça suffira que je prenne 10 minutes au lieu d'une demi-heure. On est d'accord là-dessus?
Super. Et comme c'est moi qui ai initié la démarche, ben, j'ai à dire un merci. Merci de ton écoute. Merci d'avoir pris le temps. Merci de l'effort que tu vas faire la prochaine fois pour que moi, je me sente plus confortable là-dedans. Ça a valu la peine de se parler. C'est l'équivalent de ça. Auquel il faut arriver. Ça, là, c'est habituellement 5 minutes, pas plus. Bien sûr, dans la portion, j'écoute, qu'est-ce que tu penses de ce que je pense? Il peut arriver que la personne ne voit pas du tout les choses de la même façon que nous et que là, on engage un dialogue et non pas une confrontation. Je veux comprendre pourquoi tu penses comme ça, puis moi, je veux t'expliquer pourquoi je pense comme ça. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qui nous rejoint? Ça, c'est nos points où on est d'accord. Parfait. Là-dessus, là, c'est avec ça qu'il faut bâtir. Alors, c'était la démarche au jeu. Parce que dans le fond, le but de la communication, c'est pas d'être compris, disait Cicéron, c'est de rendre impossible le fait d'être mal compris. C'est cute. La séquence EVRA, c'est tout simplement écouter, valider, réfléchir, agir. Ça nous rappelle que avant d'avoir un jugement final sur une personne ou sur une situation, ça vaut la peine de recevoir l'information qui correspond à écouter. Donc, observer, entendre, écouter. Un employé vient se plaindre à moi que tel autre ne veut pas l'aider en lui donnant les informations nécessaires. Donc, j'écoute. Mais avant de réagir, hein, avant d'agir, avant de rendre une décision, ben c'est quoi un processus décisionnel mature? Je vais aller valider si l'information que j'ai est fiable. Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que je peux prendre une décision basée sur ces informations-là qu'un employé m'a données? Il serait sage que j'aille valider pourquoi est-ce que l'autre employé, on dit qu'il ne veut pas collaborer? Et peut-être qu'il dirait, ben non, je les ai déjà envoyés, moi, les chiffres. J'ai envoyé ça il y a une semaine dans ses courriels, puis justement, j'ai pas eu de rapport. Oh, OK, c'est peut-être dans les pourriels. Donc, c'est pas qu'il veut pas collaborer, c'est que l'autre n'a pas vidé ses pourriels. Tu sais, là, j'invente, là. Mais c'est un processus mature d'avoir la prudence d'aller valider nos sources, d'aller valider les informations et ensuite de se faire une tête là-dessus. Bon, mais ça a bien l'air que ces deux-là ne s'entendent pas. Il va falloir que je clarifie les rôles et responsabilités. Donc, je réfléchis et après, je rends mon jugement qui est basé sur une analyse peut-être sommaire, mais sur une analyse complète d'une situation. OK? Et je serai capable, au moment d'agir, de justifier ma réaction, mon action, ma décision, mon orientation par le fait que j'ai consulté, que j'ai pris le temps de réfléchir. Puis quand je dis prendre le temps, ça, on peut le faire au quotidien. Là. Ça ne prend pas nécessairement 24 heures. Mais si quelqu'un me dit quelque chose, ben avant de dire OK, parfait, on fait ça. Attends une minute, là, as-tu l'information suffisante pour justifier la décision que tu auras prise? Okay? Donc, c'est de réduire le risque d'erreur. Alors, en relation interpersonnelle, c'est tout à fait applicable. De prendre soin de valider l'information qu'on reçoit, de se faire une tête là-dessus, d'évaluer les impacts, les enjeux, puis ensuite d'aller de l'avant. Alors, la séquence EVRA pour écouter, valider, réfléchir et agir. Alors, même en contexte, et surtout en contexte de pandémie, qu'est-ce qui va être aidant? Ça va donc être de favoriser un environnement de travail qui est sympathique et joyeux. Et ça se fait très bien aussi par vidéoconférence. De plus en plus d'entreprises ont compris qu'avec un petit pep talk là, à 9 heures le matin pour 15 minutes, ils ont le temps de faire un tour de table. OK, sur quoi tu travailles aujourd'hui? OK, puis toi, puis toi, puis toi, puis toi. Ah, tu travailles là-dessus? Mais attends, moi aussi, je travaille là-dessus. OK, une petite rencontre de coordination à tous les jours. Ça veut dire que tout le monde est fidèle au poste. On sent qu'il y a une équipe. Il y a un boss qui est là, un boss ou en tout cas un animateur qui assure que ça roule rondement parce qu'on le sait par vidéoconférence, il ne faut pas que deux personnes parlent en même temps. Alors, il y a carrément un animateur qui dit vous levez la main ou attendez que moi je vous donne la parole, puis qui gère la logistique.
de tout ça. Ça, c'est très, très aidant. Une autre chose, bien, il faut parler de soi. Hein, partager notre vision, nos intentions, nos attentes, nos préoccupations. Ça va être utile pour que les gens puissent être attentifs aussi à nous, puissent nous soutenir, puissent nous encourager, puissent comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça que je fais des choses. Donc, s'ouvrir aux autres. Et avoir cette responsabilité-là d'un bon climat de travail partagé. Ça veut dire que je communique de l'enthousiasme et une vision constructive. Alors, ça peut être très, très facile dans les circonstances actuelles d'être défaitiste, de dire, bon, encore du changement, puis là, check, bien, les écoles qui commencent, ça va être l'enfer. Oui, mais regarde, à parler comme ça, tu peux te décourager, tu peux miner un peu l'énergie que tes collègues qui vivent la même chose que toi, là, leur petit va rentrer à l'école là, en septembre, puis ils ne savent pas trop dans quelles circonstances. Tu peux soit en rajouter, puis que tout le monde soit de plus en plus préoccupé puis inquiet, comme tu peux te forcer un peu, puis essayer de communiquer une vision moins dramatique, ne serait-ce que pour ne pas décourager les autres. OK? Alors, on peut trembler en dedans puis essayer que ça ne paraisse pas. On a tous besoin les uns des autres en ce moment, peut-être plus que jamais, et on a des journées où on va se sentir moins fort que d'autres journées parce que certaines préoccupations vont venir prendre pas mal de place. Alors, dans une équipe qui est en santé, ben si aujourd'hui, moi, j'ai moins de cœur au travail parce que je m'inquiète pour ma mère et que j'ai envie de pleurer, ben les autres vont essayer de compenser, les autres vont me donner un mot gentil qui va me soutenir pour continuer à faire un effort au travail. Et puis, ça se peut que demain, ben, j'ai eu une bonne nouvelle, puis que là, moi, j'en ai de l'énergie. Ben, c'est de l'énergie que je peux redistribuer. OK? Alors, collectivement, on a un paquet d'énergie à gérer, puis on joue avec les fluctuations. Alors, c'est comme un petit peu le principe de donner au suivant. On est tous une chaîne dans l'équipe, puis on essaie là-dedans de maintenir un niveau d'énergie intéressant. Alors, ça passe par l'attention qu'on va avoir les uns envers les autres, être disponible autant que possible, soutenant, encourageons-nous entre nous et parlons au nous. OK? Soyons inclusifs, raffermissons ce concept-là qu'on est une équipe. C'est plus difficile sentir qu'on est une équipe quand nos bureaux ne sont pas côte à côte. Puis quand en plus on a plein de distractions parce qu'on est chez nous, qu'on entend le bruit de la tondeuse dehors, puis c'est plus difficile là, de sentir l'équipe. Alors, forçons-nous pour le faire, puis justement, parlons de nous. OK, quand nous, on fait ça, plutôt que, ben moi, je vais faire ça, toi, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait, là? Vers quoi est-ce qu'on s'en va comme organisation? Stimuler les 3 piliers de la valorisation, se sentir utile, compétent, apprécié, c'est bon pour tout le monde. Et bien sûr, faisons preuve d'ouverture d'esprit. Chacun, on a nos propres résistances, mais nos propres résistances, on peut les communiquer aux autres. Dans des équipes qui vont bien, ces résistances-là, bien, on donne une chance aux coureurs. En terminant, bien, vous êtes d'accord avec moi, je suis sûre que travailler en collaboration, c'est un exercice qui peut être bénéfique au niveau de la créativité, de l'efficacité et des relations interpersonnelles, mais qui demande une dose incroyable d'humilité, de tolérance, de participation, d'ouverture et bien sûr de communication. Seul, c'est vrai qu'on avance plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, ben voilà, Véronique, je pense qu'on aurait la possibilité de prendre une ou deux questions avant votre CA. Oui, je suis de retour en vidéo. Donc, dans la section clavardage, si vous avez des questions ou si vous êtes à l'aise peut-être de parler en activant votre micro, c'est une autre possibilité. Sinon, juste vous rappeler, la présentation sera envoyée en PDF par courriel avec un petit sondage. N'hésitez pas. Ou encore un court témoignage sur comment c'est vécu dans votre milieu de travail, cette façon-là de rester cohésif dans un contexte où c'est pas évident. Oui, parce qu'on a différents
différentes entreprises, là, comme on mentionnait, de différents secteurs d'activité. Ça peut être vu différemment, que ce soit dans un OBNL, dans une compagnie de transport, manufacturier. Donc, Marina nous dit merci pour la belle présentation, très intéressant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Véronique, je pense donc qu'on arrive à la fin. Alors, j'en profite pour saluer tout le monde, pour vous souhaiter une bonne continuité et je souhaite que vous ayez cette chance-là d'être avec une équipe de travail bien en santé. Et de mettre en pratique les outils. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez vous joindre à nous pour la rencontre virtuelle de l'AGA, c'est dans la section clavardage, le lien y se trouve. Et Isabelle, je te remercie beaucoup. Donc, à une prochaine. On se reparle. Merci de ton accueil, Véronique. Bonne Bonne fin fin de journée, tout le d'après-midi. monde. Au revoir. Bye.